Les députés viennent de voter la loi de finances. Comment prendre celle-ci en considération dans sa stratégie patrimoniale? On a la chance d'être avec Benoît Renaud, le président du directoire du NOFI. Bonjour Benoît. Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver. On va voir ensemble comment intégrer cette nouvelle loi de finances. Avec des changements qui ne sont pas minimes, notamment l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Qu'est-ce que ça change? Alors, avant que je vous dise ce que ça change, qui en fait ne change rien, je vais quand même vous dire que mon but n'est pas de fustiger l'impôt. Le but n'est pas d'éluder l'impôt. L'impôt est nécessaire, la nation en a besoin, il faut payer un certain nombre de services de l'État. Et donc, quand on commente la loi de finances, premièrement, on ne critique pas l'impôt. L'impôt est nécessaire quand il est juste et quand il n'est pas confiscatoire. Oui, et c'est là parfois où il y a débat. C'est sur le niveau de justice. Exactement. On vient de parler de l'IFI. Effectivement, un certain nombre de commentateurs sont assez critiques sur l'IFI, l'estimant injuste. Mais d'abord, il n'y a pas de surprise. Vous me demandiez ce qui changeait. Mais rien ne change. Le candidat devenu président avait été très clair. Il avait dit, il y a un impôt qui ne me plaît pas, c'est l'ISF, mais je souhaite considérer encore la propriété immobilière comme susceptible d'être taxable. Les choses étaient claires. On n'a pas changé le niveau de l'impôt, on n'a pas changé le barème. Bon, ben voilà. Au pire, on paye la même chose que précédemment pour quelqu'un qui avait 100% de son patrimoine dans l'immobilier et qui était assujetti à l'ISF. Au mieux, on paye moins cher. Alors, quelqu'un qui aurait 100% de patrimoine de l'immobilier et qui soit assujetti à l'ISF, il faudrait qu'il vienne nous voir. Il a fait une erreur de stratégie patrimoniale. De diversification. De diversification. Mais donc, ipso facto, celui qui avait un patrimoine qui était assujetti à l'ISF, si on en enlève X% qui était en valeur mobilière et autres, et qu'il reste que le bien immobilier, forcément, il va être un peu moins taxé. Donc, l'IFI va forcément être déjà plus faible. Même pour ceux qui regrettent encore d'y être taxés, il va être plus faible. Là où on peut y avoir sujet à discussion, c'est sur son taux. Mais on ne va pas rentrer dans le détail. Le taux maximum de l'IFI est à 1,5% pour les patrimoines qui dépassent 10 millions d'euros. Ça n'arrive pas à tout le monde non plus. Eh bien, 1,5%, effectivement, on pourrait considérer qu'au regard du rapport des biens immobiliers en 2017-18, c'est un petit peu confiscatoire. C'est des taux des années 80, quand il y avait plus d'inflation. Exactement. Quand il y avait plus d'inflation, quand les rapports étaient à 8%, 9%, on prenait à 1,5%. C'était déjà mal vécu, mais c'était supportable. Bon, l'IFI, pour le dire simplement, c'est plutôt une bouffée d'oxygène pour les gens, on le rappelle, qui ont la chance, malgré tout, d'en être. Autre grosse nouveauté de cette loi de finances, la flat tax. Oui, alors la flat tax, là encore, pas de surprise. Le candidat président, devenu président, l'avait annoncé, il le fait. Il le fait avec un système qu'on a tendance à nous présenter comme étant, là encore, quelque chose issu des plus profonds esprits machiavéliques. Les choses sont encore très claires. Ça n'est pas un impôt obligatoire. Il se substitue à l'impôt sur le revenu si le contribuable estime qu'il est plus favorable. Donc, finalement, on donne une opportunité. Alors, ce qui est vrai, c'est que pour certains éléments financiers, notamment pour ceux qui étaient exonérés au bout de 8 ans, l'exonération tombe. Revenons quand même à des choses qui soient raisonnables. C'est pour des patrimoines, quand ils font des retraits, notamment des rachats ou des choses comme ça, Lyon, c'est la stratégie qu'il faudra envisager sur la fiscalité. Mais ça nous amène à une réflexion. C'est que la loi fiscale, lorsqu'elle est faite comme ceci, en début de quinquennat, elle pose les principes. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que nous vivions ce que nous avions vécu sous d'autres quinquennats, c'est des lois fiscales à répétition. Ouais. Parce que lorsque l'on change toujours la règle du jeu, non seulement le jeu est incompris, mais on le prend en grippe, et à ce moment-là, c'est pas bon. Donc, il y a une loi fiscale. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec son assiette, avec son taux, avec sa méthode, mais il faut qu'elle soit, une fois pour toutes, sereine. Visible, de la visibilité, ça c'est ce que réclament tous les épargnants. Et on rappelle aussi une règle de bon sens qu'on martèle encore. Il ne faut pas forcément caler sa stratégie que sur la fiscalité. Mais non, celui qui va avoir une stratégie purement fiscale, et nous en connaissons tous, qui « Ah, je paye trop d'impôts, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça », il achète quoi ? Il va dans une sorte de supermarché de la fiscalité, acheter un produit défiscalisé en se disant « Tiens, ça marche cette année » ou « Tiens, ça marche pas ». Mais c'est un investissement à court terme, courte vue, qui permet effectivement de payer peut-être un peu moins d'impôts sur 1, 2, 3 ans, mais il faut voir sur le long terme ce que ça rapporte. Et en général, ça ne rapporte rien ou pas grand-chose. La bonne stratégie est une stratégie mixte.
la fiscalité, mais il n'y a pas que la fiscalité sur le revenu, la fiscalité sur les successions, par exemple, la fiscalité aussi sociale, c'est-à-dire que va-t-il se passer lorsque je serai dans un revenu plus faible au niveau de la retraite ou au niveau de la prévoyance, des choses comme ça, et puis la stratégie purement patrimoniale. Alors, si je vous entends bien, finalement, peu de choses changent ou pas forcément dans le mauvais sens. On ne touche à rien, finalement, on fait rien. Justement, ce qu'il faut, c'est ne pas céder à la pression et à la panique. Il faut avoir du sang-froid lorsqu'on s'en gère son patrimoine, avoir une stratégie, mais s'y tenir. Celui qui a décidé d'investir une partie dans l'immobilier en utilisant l'effet de levier du crédit, si au bout de 5 ans, il revend, il a tout perdu. Parce que dans le crédit, il a remboursé beaucoup d'intérêts et en plus, il va être soumis soit à des plus-values s'il a bien acheté, soit il n'aura pas gagné ce qu'il avait fait. Donc il y a un moment où il faut savoir être serein, calme, pondéré, savoir poser un peu ses œufs, pas tous dans le même panier, la diversification. Et à ce moment-là, on peut avoir des stratégies optimales. À propos de marché et d'évolution, il y a un contexte qui, pour le coup, est une tendance de fond, celle des taux bas, oui. Les rendements décroissants. Oui, mais ce n'est pas nouveau. Si on regarde les rendements décroissants depuis 20 ans, si on regarde la courbe des taux, les courbes des taux, aussi bien de rendement des fonds euros que des biens immobiliers, se suivent et elles suivent l'emprunt d'État. Donc quand vous avez un emprunt d'État qui rémunère, par exemple sur 10 ans, l'OAT aux alentours de 0,70, 0,80, quand le Kidam va emprunter auprès d'une banque pour investir dans l'immobilier sur 20 ans à des taux de 1,30, 1,40, on ne peut pas espérer que de son côté, la banque rémunère l'argent de ce même emprunteur quand il les place à des taux supérieurs. Ce que vous dites, c'est ce qu'on gagne d'un côté, on ne peut pas le gagner de l'autre. Mais oui, je sais bien qu'en France, on aime bien ignorer ce que fait la main gauche et la main droite. Mais malheureusement, il faut être cohérent, il y a un équilibre à trouver. Quelles que soient les places financières, quand on vous rémunère quelque chose à plus de 2 ou 3%, c'est qu'on accepte un risque. Et donc, bon, après, c'est une question de stratégie. On peut avoir dans son placement, si on en a les moyens et si on se dit que, bon, par rapport à son patrimoine global, on peut prendre un petit peu de risque, on peut aller un peu plus loin sur le risque. Un mot de conclusion peut-être dans ce contexte ? Eh bien, dans ce contexte, je pense qu'il faut, je l'ai dit, garder du sang-froid. Je pense que nous n'avons pas fini avec la baisse des taux. L'année 2018 devrait être une année encore, d'après ce que nous disent tous les prévisionnistes, une année de taux bas, de rendement bas. L'immobilier continue à avoir des immobiliers de bureau, je parle, parce que le problème du logement social, c'est différent. Mais l'immobilier de bureau continue à avoir des prix qui montent, peut-être de façon un peu inconsidérée. Il y a un déplacement des collectes d'argent vers l'immobilier de bureau qui crée peut-être pas une bulle, mais en tout cas un appel d'air assez fort. Donc les rendements du coup diminuent. Je pense qu'aujourd'hui, l'épargnant doit s'attendre à avoir des rendements 2017, 2018, peut-être 2019 assez bas. Ce qui veut dire qu'il faut rester mobile. Il faut rester sur des secteurs qui permettront d'investir lorsque le marché va s'inverser, lorsque les taux vont remonter un peu plus fort. Et à ce moment-là, il faudra avoir l'opportunité de les saisir. Donc une diversification raisonnable avec un petit peu de mobilité sur du moyen terme. Et diversification, ça reste un mot-clé. Merci Benoît. Merci. À bientôt. À bientôt. UNOFI, chaque patrimoine est unique.